En 1927, Libéria, le président sortant Charles D.B. King du parti True Whig véhicula un troisième mandat présidentiel contre Thomas J. Faulkner du Parti populaire. King était une personnalité politique bien établie qui était déjà procurateur général et secrétaire d'État du pays avant de devenir président en 1919. Le parti True Whig de King était au pouvoir au Libéria depuis 1877. Près de 50 ans sans interruption. L'élection de 1927 était vue comme tous les autres. King a reçu près de 240 000 votes et Faulkner a eu 9 000, une victoire écrasante. Mais il y avait quelque chose de bizarre avec cette élection. Il avait seulement 15 000 électeurs éligibles dans leur petit pays, qui veut dire que le pays avait un taux de participation électorale de 1680%. Cette élection est éventuellement entrée dans l'histoire et le livre Guinness des records lui a même donné le titre de l'élection la plus frauduleuse rapportée dans l'histoire. Mais pour expliquer comment le pays est arrivé ici, on doit remonter à sa fondation dans les années 1800. Pour simplifier à l'extrême, certains Américains blancs ont fondé leur American Colonization Society, ACS, en 1816 pour, selon leurs mots, faire face au nombre croissant de Noirs libres aux États-Unis en les réinstallant en Afrique. Certains abolitionnistes pensaient aussi que les Afro-Américains libres devraient retourner en Afrique. Malgré ça, la vaste majorité des gens, peu importants qu'ils étaient, ont rejeté l'idée d'y retourner. Mais les gens qui aimaient cette idée étaient très influents. Après de nombreuses tentatives ratées d'acheter du terrain et confrontations suivantes entre les natifs africains, la colonie a commencé à se développer. Le Libéria a officiellement déclaré son indépendance de l'ACS en 1847 pour défendre ses intérêts économiques. Les États-Unis ont officiellement établi des relations diplomatiques avec le Libéria en 1862, un pays dont la constitution était largement inspirée des lois américaines. Ils ont même copié leur drapeau. Ils visaient à créer une république démocratique, mais les populations autochtones du pays ont seulement obtenu le droit de vote en 1980. Les Africains indigènes étaient systématiquement supprimés au Libéria pendant des décennies. Garde ça à l'esprit pour plus tard. Dans le contexte de notre histoire, rien de majeur est arrivé au pays jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand les prix de caoutchouc étaient en chute libre dans le monde entier. Donc, le Royaume-Uni, qui a dominé la production de caoutchouc à l'époque, a restreint l'offre de caoutchouc sur le marché mondial. À cette époque, 2/3 du caoutchouc exporté sont allés aux États-Unis à cause de l'explosion de l'industrie automobile avec le modèle T de Ford. Harvey S. Firestone, un fabricant américain de caoutchouc, était outragé et concluait que les États-Unis doivent se procurer de son propre caoutchouc. Il a finalement conclu que le Libéria, avec son climat tropical et humide, serait parfait pour la culture de caoutchouc. Pendant les négociations, les demandes du Firestone Tire and Rubber Company étaient controversées car beaucoup de Libériens craignent qu'elles transformeront effectivement le pays en une colonie. Mais le gouvernement américain a supporté le plan de Firestone car il croyait la construction d'un grand port au Libéria que les États-Unis pourraient utiliser. En 1926, Firestone, avec le soutien des États-Unis, a obtenu ce qu'il voulait. Il a obtenu 1 million d'acres de terre pour 99 ans et était exempté de toute taxe actuelle et future. Il a effectivement obtenu le contrôle illimité de 2% des terres arables du Libéria. Le gouvernement libérien a aussi promis qu'il encouragerait, soutiendrait et aiderait la société Firestone à maintenir une offre de main-d'œuvre adéquate. Les hommes américano-libériens contrôlent presque tous les postes de pouvoir dans le pays. Ils étaient anciens esclaves afro-américains libres et immigrants qui venaient des États-Unis. Seulement quelques centaines de personnes étaient employées par le gouvernement et l'économie était largement limitée à la fonction publique et à quelques sociétés commerciales. Toutefois, en 1930, après que Firestone est venu en Libéria, la société employait plus de 10 000 personnes dans les plantations de caoutchouc. Selon des sources gouvernementales officielles, environ 85% de ces personnes travaillent pas pour Firestone volontairement. Pendant les 2 premiers termes de King, de 1919 à 1927, l'économie de Libéria est devenue dominée par l'industrie du caoutchouc établie sur les dos de travailleurs forcés. Maintenant, ça nous amène à l'infâme élection fédérale de 1927.
Thomas J. Faulkner, l'autre candidat présidentiel, était l'ancien maire de Monrovia, la capitale du pays. Il s'est assuré que le travail forcé deviendrait une question politique majeure, et son parti de peuple semble être une alternative crédible pour les électeurs. Le parti True Whig de King dirigeait le pays depuis près de 50 ans maintenant, alors il était prêt à faire tout pour conserver son pouvoir. À l'époque, seulement les hommes américano-libériens avaient le droit de vote, mais le gouvernement apportait des chefs de tribus à Monrovia pour voter. Ces votes étaient multipliés par le nombre de personnes dans la tribu qu'ils représentaient. Ça, c'est comment King a obtenu près de 204 fois 1000 votes avec seulement 15 000 électeurs éligibles. Faulkner a obtenu 9 000 votes. En considérant qu'il avait seulement 15 000 électeurs inscrits, il a naturellement conclu qu'il avait gagné et a donc essayé d'impliquer la communauté internationale. Faulkner a accusé King de soutenir l'esclavage, la traite des esclaves et le travail forcé dans un pays dont la Constitution interdit explicitement l'esclavage. Il a aussi accusé des représentants du gouvernement, y compris King et l'armée, de s'engager à l'envoi forcé de travailleurs sur l'île de Fernando Po, une colonie espagnole. King a essayé de lui faire taire, mais il a réussi à impliquer la Société des Nations qui a formé un comité pour examiner ces allégations. La Société des Nations a publié le rapport Christie en 1930, ce qui a éventuellement forcé King de démissionner. L'esclavage, selon la définition du Anti-Slavery Society, était conclu qu'il n'existait pas au Libéria, mais ils ont déterminé que l'envoi qui a forcé des milliers de personnes dans les plantations de cacao de Fernando Po était associé à l'esclavage. Ils ont également constaté que le gouvernement a fait pression sur l'armée pour envoyer ces personnes dans les plantations situées à des milliers de kilomètres de chez eux. Firestone et King étaient tous deux fortement impliqués dans ce syndicat de l'esclavage. Des autres fonctionnaires du gouvernement étaient capturés en train de s'enrichir grâce à la suppression et au travail forcé des Africains autochtones. La Chambre des représentants a commencé le processus de mettre en accusation président King, mais il a résigné avant qu'il puisse le terminer. Malgré ça, le système de recrutement qui a fourni à Firestone des dizaines de milliers de travailleurs forcés continuait jusqu'au début des années 1960, lorsque l'Organisation internationale du travail est intervenue. Les lois libériennes sur le travail de recrutement n'étaient modifiées qu'avant 1962. Le rapport a aussi remis l'élection en question en déclarant que le pays, je cite, représente le paradoxe d'être une république de 12 000 citoyens avec 1 million de sujets. Edwin Barclay, qui était le vice-président à l'époque, a remplacé King après sa démission en 1930. Il a se représenté contre Faulkner dans l'élection fédérale de 1931, mais le True Whig Party a encore gagné. Malgré ce scandale et tant d'autres, le True Whig Party a gouverné le pays de 1878 à 1980, plus d'un siècle. Il a suggéré que King a décidé d'obtenir 1680% de ses votes pour démontrer le pouvoir incontestable de son parti. Pour être juste, si la Société des Nations n'a pas intervenu, il aurait probablement continué à diriger le pays. Avec plus de 204 000 votes obtenus par King et seulement 15 000 électeurs éligibles, le pays a vu l'élection la plus truquée de l'histoire mondiale. Mais son plus grand héritage est comment elle a éventuellement libéré des dizaines de milliers de personnes du travail forcé à travers l'Afrique. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup de l'avoir regardée.